Bonsoir, merci d'être venu. Donc, ça c'est moi, mais si on veut aller vite, je vous propose qu'on en parle après la bière. Donc, je suis directeur de l'infra chez Criteo. J'ai fait quelques trucs avant, mais on garde ça pour plus tard. Est-ce que tout le monde connaît Criteo? Je ne sais pas. Criteo, fondé en 2005 par Jean-Baptiste, Romain et Franck. Le plus intéressant dans ce trombinoscope, c'est que les trois sont ingénieurs. Et c'est ce qui nous pousse à dire que Criteo est aussi une boîte tech dans son ADN. C'est-à-dire qu'avoir une société comme ça créée par des ingénieurs, ça a inspiré beaucoup de choses dans la manière dont on fonctionne et dans la manière dont on est organisé. Malheureusement, aucun des trois n'est encore chez Criteo. Petite particularité aussi, dans les grandes boîtes du web, la plupart des fondateurs sont encore présents, et bien pas chez nous. Mais ça n'empêche qu'on respecte beaucoup ce qu'ils ont initié en créant Criteo. Notre mission, c'est d'aider nos clients à améliorer leurs revenus. Ce qu'on dit en général, c'est qu'on augmente la valeur moyenne du panier. Comment on fait ça avec une grosse société. La plateforme est disponible pour 130 pays, donc le monde entier, moins les pays non démocratiques. Donc aujourd'hui, c'est 91 pays. On a un peu plus de 30 bureaux dans le monde, plus de 2600 employés. On travaille pour 14 400 clients, ce qu'on appelle les advertisers, les annonceurs dans le monde de la pub. Et on affiche des bannières publicitaires sur un réseau de plusieurs milliers de publishers, des sites de contenu. La boîte est publique depuis 2013. Et grâce à notre solution, on a aidé nos clients à générer plus de 23 milliards de revenus. Donc ça, c'est ce qu'on voit passer sur les transactions de e-commerce chez nos clients. Petite timeline, la story de la boîte. Donc en 2005, JB, Romain et Franck créent Criteo. Ils ont une bonne techno, ils ont un moteur de recommandation et de prédiction. Ils ont commencé par faire de la recommandation de films, puis de la recommandation de produits. Et puis c'était bien, ça marchait, mais ça rapportait pas un rond. Et en 2008, il y a quelqu'un qui leur a dit « Mais votre techno, elle est super, vous devriez faire de la pub avec ». Et c'est là qu'il y a eu un pivot. Et donc Criteo s'est lancé dans la publicité à la performance, donc on fait du retargeting, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche. Et depuis, la boîte est une success story, donc on est passé... en 2012, on a commencé à travailler avec Facebook pour avoir la solution disponible sur les réseaux sociaux. En 2013, on est rentré en bourse, au Nasdaq, première fois depuis 92 qu'une boîte française rentre au Nasdaq. La dernière, c'était Business Object en 92. En 2015, on lance une solution de cross-device matching. Donc c'est ce qui nous permet de reconnaître les users entre les devices. La solution, à l'époque, était basée sur des cookies. Et donc, un cookie, c'est dans un browser. Deux browsers, c'est deux cookies, donc c'est deux personnes. Et puis un téléphone, un laptop et une tablette, c'était trois personnes différentes. Donc maintenant, on est capable de faire le matching. La croissance du revenu, vous noterez, ce qui est impressionnant, c'est d'être encore à des taux de croissance très élevés, malgré les plus d'1 milliard de chiffre d'affaires qu'on a fait en 2015. On est encore sur un trend de croissance extrêmement fort, ce qui évidemment va nous permettre de parler des soucis de scalabilité que ça entraîne derrière. Comment ça marche? Alors, on a cassé les animations. Vous êtes sur le site d'un de nos clients, donc quelqu'un qui a quelque chose à vous vendre, un site de e-commerce. Vous regardez un produit, donc là, par exemple, c'était une paire de bottes. Criteo vous reconnaît. On va traquer ce que vous aviez recherché. Ensuite, vous allez voir les infos sur un site d'information ou vous allez voir, je sais pas, sur MSN, voir la météo, par exemple. Là, on va vous reconnaître. On va déterminer par votre historique et votre comportement que vous étiez intéressé par cette paire de chaussures. On se dit que c'est le bon moment pour vous montrer cette paire de chaussures et vous l'afficher dans une bannière publicitaire. Et si vous cliquez sur la bannière ou si vous passez à l'acte d'achat, on le saura. Et c'est comme ça que nous, on va générer du revenu et surtout améliorer le chiffre de notre client. C'est à peu près tout sur le retargeting publicitaire. Bref, on fait de la pub sur Internet. Bref, c'est très très bref. Je ne parlerai pas de comment on fait dans les détails, ce sera l'objet d'autres présentations par certains de mes collègues. Les requirements business aujourd'hui, donc c'est une boîte qui fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires, avec 36% de croissance d'une année sur l'autre. On est 600 ingénieurs sur 2500 salariés.
On travaille d'un côté pour des annonceurs, ils sont 14 400 dans 90 pays. Les annonceurs, ils ont des produits à vendre, donc on doit ingérer leur catalogue de produits. Il y a 6 milliards de produits dans nos bases. On a un churn d'à peu près 50%, il y a à peu près plus de 3 milliards de produits qui sont renouvelés chaque jour, soit parce que le prix change, soit parce qu'il y a des nouveautés, ou parce que quelquefois le client est méchant, il update le prix d'un produit mais il réupload tout le catalogue de plusieurs millions de produits. Donc c'est le genre de problématique qu'on doit aussi gérer. On affiche des bannières à des users qu'on traque. Ce qu'on traque, c'est à peu près 3 600 millions de devices ASD. C'est le nombre d'ID devices qu'on voit tous les mois. Donc ça représente une grosse partie de la population Internet. On affiche 5 milliards de bannières par jour. Ce que font les users sur les sites, quand on les traque, ça représente des events qu'on log dans des fichiers de log. Ça représente 500 milliards de lignes de log par jour qu'on doit collecter, acheminer jusqu'à nos centres de calcul, compute et cruncher, et après mettre à jour nos modèles de prédiction de recommandation. On affiche des bannières donc, sur des sites de contenu, ce qu'on appelle les publishers. La particularité, c'est le real-time bidding, donc c'est un marché aux enchères. Quand on va afficher une pub sur un site, bien souvent, elle est mise aux enchères. Donc, ce site publisher va appeler Criteo et ses concurrents en disant « Il y a un mec là, est-ce que tu veux lui montrer une bannière et combien tu es prêt à payer ?» Et pour répondre à cette enchère, on a 100 millisecondes. Ce qui crée aussi une autre contrainte sur l'infrastructure et la scalabilité de la plateforme. Ces opportunités d'afficher une bannière, on les reçoit 200 milliards de fois par jour. Donc ça, c'est une donnée que j'ai eue hier, en fin d'année 2016. On était à 120 milliards par jour. Le trafic RTB, c'est un trafic qui a fait x4 depuis 2015. Bref, ce que nous demande le business, c'est go big or go home. C'est un marché où être numéro 2, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on ait un avantage compétitif, il faut qu'on soit les plus gros. Et ça passe aussi par avoir la capacité et l'infrastructure pour répondre à ce besoin. Donc, ouvrir nos data centers, opérer notre infra, d'abord, il faut choisir l'emplacement. On parle beaucoup du cloud, on parle beaucoup de la virtualisation, etc. Il y a une réalité concrète. Vous l'avez vu avec OVH tout à l'heure. En fait, le cloud, il est dans un bloc en béton, dans un data center. Mais d'abord, pourquoi pas le faire dans le cloud? La première raison, c'est que la boîte a été créée en 2005. La première brique infra date de 2008. Et en 2008, le cloud, ce n'était pas une option. Donc on va dire que le cloud, ce n'était pas dans l'ADN de Criteo. On n'avait pas démarré l'infra comme ça. Mais aujourd'hui, si on se posait la question, on pourrait regarder, donc c'est Cedexis qui le dit. Cedexis, c'est une boîte française qui publie le radar du cloud, par exemple. Ils annoncent les taux de disponibilité et les latences réseau de différents providers. Je vous ai dit tout à l'heure, on a 100 millisecondes pour répondre aux requêtes d'enchères. Et ben, si vous regardez à droite, donc j'ai pris un des providers presque au pif. Donc si on prend que le round trip réseau, ce provider, c'est ce qu'on voit à droite, 50% des requêtes mettent 72 millisecondes entre le poste utilisateur et la plateforme de cloud concernée. 72 millisecondes, c'est pile poil ce que nous, on ne doit pas dépasser au niveau round trip réseau pur, parce qu'on a quand même besoin de 28 millisecondes pour faire des choses intéressantes en compute, pour traiter la requête. Et donc, c'est vraiment l'extrême limite. Donc, si j'étais chez cet opérateur de cloud, je perdrais 50% de mon trafic, parce que je dépasserais le temps imparti de 100 millisecondes. Après, on peut aussi parler de la disponibilité. Si vous voyez ce benchmark, c'est pas de bol, parce que d'habitude, le numéro 1, là, les chiffres datent d'avant-hier. Le numéro 1, il a 100% de dispo, ce serait une plateforme idéale hébergée sur plusieurs opérateurs de cloud public. D'habitude, c'est 100%. Là, il n'y a pas. Mais vous voyez que le deuxième, il tombe tout de suite à 98%. 1% de disponibilité, c'est 15 minutes d'outage par jour. C'est définitivement quelque chose qu'on ne peut pas se permettre vis-à-vis de nos clients. Donc, on n'a pas commencé sur du cloud. On peut se dire que c'est pour ça qu'on n'en fait pas. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on n'est pas convaincu par ce qu'on pourrait trouver en termes de dispo et de latence. Et en plus, si vous voulez savoir de quoi on parle en termes de latence, donc ça c'est la carte de notre plan de conquête du monde.
Ça, c'est l'ensemble des publishers RTB avec qui on veut travailler et surtout l'emplacement de leurs infrastructures. Je vous l'ai dit, le cloud, on parle beaucoup de virtualisation, il y a une réalité physique, il y a du béton derrière. Et en plus, il y a un cluster, c'est-à-dire que grosso modo, tout le monde se met au même endroit. Parce que tout le monde veut se connecter avec tout le monde. Et donc finalement, on a des espèces de clusters dans le monde où vous retrouvez l'ensemble des infras Internet sont localisés dans des petites régions très très accessibles et tout le monde se met au même endroit. Donc ça, si on veut travailler avec ces gens-là et leur répondre en moins de 100 millisecondes, il faut à peu près qu'on soit dans le cercle bleu pour répondre à ces critères. Et donc magiquement, c'est là qu'on a mis nos data centers pour s'assurer d'avoir une bonne couverture sur ce marché-là. Il y a Amsterdam, Francfort, Paris et Londres. Et nous, on a pris Amsterdam et Paris, puisque Francfort, en latence réseau, c'est pas très loin. Enfin, l'Europe, c'est pas compliqué. C'est pas le cas compliqué, l'Europe, en fait. L'Europe, c'est presque une métro, en fait. C'est plus tellement du WAN très très longue distance. Alors, ce qui est compliqué, pour des raisons de résilience, on va dire de haute dispo, par exemple, c'est New York-Sunnyvale. En fait, vous avez autant de latence réseau entre New York et Sunnyvale qu'entre New York et Paris. C'est à peu près entre 70 et 80 millisecondes. Par exemple, si je travaille avec des publishers à New York, pour l'instant, j'ai une bonne latence, je peux répondre aux enchères en moins de 100 millisecondes. Si le workload shift sur Sunnyvale et que je dois répondre aux gens de New York depuis Sunnyvale, déjà, je perds 80 millisecondes sur le round trip réseau pur. Il me reste que 20 millisecondes pour traiter les requêtes, c'est peut-être pas assez, et donc je risque de perdre une grosse partie du business. Donc l'idéal pour avoir une bonne couverture et une haute dispo sur les États-Unis, c'est d'avoir quelque chose dans le milieu, ce qu'on n'a pas encore. Mais c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Et puis, il y a une considération financière sur le cloud. Donc, on a fait des études, puisque en fait, on refresh le modèle tous les ans, notamment quand on nous demande de faire le budget. C'est forcément quelque chose qui nous est demandé. Et combien ça coûterait si on était chez Amazon? Donc, il y a deux critères. Il y a le critère à notre échelle actuelle, donc avec nos 20 000 serveurs d'aujourd'hui. En gros, en Europe, ça coûterait 4 fois plus cher, aux US, 1,5 fois plus cher, et en Asie, 2 fois plus cher. Pourquoi aux US, c'est beaucoup moins cher? Tout simplement parce que c'est là que sont les infrastructures les plus grosses d'Amazon, donc c'est là qu'ils ont le plus d'économies d'échelle, on va dire. Donc ça fait du sens. On se rend compte souvent qu'en Europe, à part à Dublin, Amazon, ils sont locataires chez les mêmes providers que nous. Donc ils sont dans des data centers wholesale ou de colocation. Donc forcément, bon, j'imagine qu'ils ont un meilleur prix que nous. Mais finalement, il y a un cumul de marge à la fin pour l'utilisateur final. Donc on a fait cette étude et on a poussé l'étude à alors ce qu'on appelle at scale, tout simplement, c'est si on doublait l'infra. Donc si on passait de 22 000 à 45 000 machines, combien ça nous coûterait? Eh bien ça nous coûterait encore plus cher. Donc c'est la ligne verte que vous voyez dans les deux étages. Il y a d'autres considérations. Donc, c'est pas dans notre ADN, ça veut dire qu'on ne sait pas le faire, tout simplement. Ça demanderait, nous, on déploie tout sur du bare metal, on n'a même pas de VM, on fait des containers, mais on n'a pas de virtualisation. Ça nous demanderait un effort d'engineering vraiment conséquent de changer de paradigme, de changer de méthode, de se déployer sur du cloud. C'est pas dit qu'on le fasse jamais, mais aujourd'hui, on préfère concentrer nos efforts sur d'autres sujets. Il y a des opportunités de faire du cloud, par exemple faire du backup, tester des GPU, faire des choses comme ça, donc on le fait. On est quand même un client conséquent d'Amazon. Donc on ne dit pas que c'est tout mal, il y a un biais un peu culturel et un peu business et un peu technique chez nous. On ne dit pas que c'est pas bien de faire du cloud, c'est juste qu'à notre échelle aujourd'hui, on a forcément un levier financier à ne pas le faire, et puis on a d'autres raisons de ne pas le faire. Mais c'est notre point de vue à nous, on n'est pas en train de dire le cloud c'est pas bien. Je pense que si demain on montait une nouvelle boîte, forcément on commencerait dans du cloud. Un petit benchmark par rapport à Netflix. On dit que Netflix a tout dans le cloud, bah c'est pas vrai. D'abord parce qu'ils ont l'équivalent du control plane, on va dire, chez Amazon, le truc qui va dire quelle vidéo on vous propose et où est-ce qu'on envoie les catalogues, etc. Mais en fait, tout ce qui est en edge, tout ce qui est envoyé chez le end user, c'est hébergé dans des data centers de colocation, c'est là qu'ils cachent les catalogues, c'est là qu'ils stockent les vidéos, c'est là qu'ils les servent au plus près des utilisateurs. Et ça, c'est pas fait dans du cloud. Une autre différence, bah, c'est la latence, on en parlait tout à l'heure. Nous, on veut pas perdre plus de 70 millisecondes sur le round trip réseau.
Donc là, ça fait pas de sens. Mais sinon, en termes d'échelle, on est à peu près similaire aux problématiques de Netflix. Alors, on ne fait pas de vidéo, on fait que des bannières, donc c'est moins gros. Donc forcément, on fait moins de bande passante. Hein. On fait que 100 gigabits seconde de bande passante. Il doit faire plusieurs terras, puisque je crois qu'il représente 40% du trafic Internet nord-américain. Et puis surtout, quand on lit la petite histoire de la migration de Netflix sur le cloud, ils ont mis 7 ans. Donc nous, si demain on s'y mettait, je ne sais pas si on mettrait 7 ans, mais je pense que c'est compliqué. Comme nous, et donc ils ont fait leur propre CDN, la partie Edge dont je parlais tout à l'heure, parce que tout ne peut pas être rendu sur le cloud. Et en plus, si vous voulez faire vraiment des économies sur du cloud, être vraiment efficace, il faut utiliser les technos que vous rend le cloud provider, c'est-à-dire pas faire du MapReduce avec une distrib Hadoop standard, il faut faire du Elastic MapReduce, par exemple, chez Amazon. Il faut utiliser toutes ces choses-là pour être vraiment efficace, mais du coup, c'est du vendor lock-in. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait l'effort pour développer pour ces technos-là, bah, vous êtes un peu locké chez eux. Vous aurez du mal à bouger. Voilà, donc on est confortable, on sait qu'on veut faire une infra, on sait le problème qu'on veut résoudre, et comment on fait. Donc ça, c'est ce que je vous propose d'étudier maintenant. Donc on doit avoir un design standardisé. Donc ça, c'est le design de notre réseau de data center, donc le LAN, on va dire. Donc c'est la RFC 7938, un réseau en spine leaf. Comme vous l'avez vu dans la précédente présentation, on gagne beaucoup à faire ce genre d'architecture au sein d'un data center. On élimine les broadcasts, on élimine le vendor lock-in à utiliser des features proprio, parce que le Fabric Pass, l'avantage, c'est aussi, par rapport au spanning tree, d'utiliser tous les liens. Parce que quand vous avez du spanning tree, vous avez 2 uplinks sur un switch. Avec 2 span, vous n'utilisez qu'un seul des 2 liens. Alors vous pouvez faire du pair VLAN spanning tree, mais quand tout le monde parle à tout le monde, ça revient un peu au même. Donc on a beaucoup d'avantages. Un des autres avantages, c'est que vous êtes à équidistance entre les nœuds. C'est-à-dire que chaque serveur peut parler à un autre serveur et vous savez que la distance est garantie. Il y a le même nombre de hops à chaque fois entre les nœuds. Et puis vous pouvez travailler en fonction du coût et de la performance que vous recherchez sur le taux de blocage. C'est-à-dire que vous pouvez faire sur un design comme ça un réseau non bloquant, c'est-à-dire que chaque serveur est en 10 gigabits seconde, vous pouvez lui garantir 10 gigs de bout en bout du réseau, ou vous pouvez introduire un taux de blocage parce que vous savez que votre workload vous le permet, et donc ça vous permet d'avoir un réseau beaucoup plus efficace en termes de coût. Nous, par exemple, on a 2 types de data centers, on a les data centers Hadoop et les data centers real-time. Et on n'a pas le même taux de blocage entre les 2 types de data centers. On est non bloquant sur un data center Hadoop, parce que la cardinalité des échanges entre les nœuds, c'est NN. En gros, tous les nœuds parlent à tous les nœuds, donc on a beaucoup de trafic est-ouest à écouler. Donc on est non bloquant, et sur les data centers real-time, on est un peu plus bloquant. On a un réseau de management dédié. Pourquoi ? Toute l'équipe est basée à Paris. Et puis on a beaucoup d'ingénieurs dans les équipes SRE. Ils utilisent beaucoup le réseau de management aussi pour installer les machines, pour se connecter sur les cartes de management des serveurs. Et nous, pour la partie réseau, là-dessus, on a ce qu'on appelle le out of band. Sur chaque site, à Tokyo, à New York, à Shanghai, etc., on a une ligne ADSL qui nous permet de prendre la main à distance si on a croûté le réseau de prod. Ce qui n'arrive pas, ce qui n'est jamais arrivé, et ce qui je souhaite n'arrivera pas. Donc pareil, un autre standard, c'est notre réseau IPMI, donc on a un double câblage partout, dans tous les data centers. Ça, c'est le Edge, un data center, vous avez branché vos serveurs, vous avez branché le management, et puis vous voulez le connecter au reste du monde. Alors ça, c'est l'archi Edge pour avoir accès à Internet, pour parler aux autres data centers, avec des firewalls, des load balancers, etc., etc. Et puis, à un moment, la réalité physique revient à vous. Tout ça, tous ces designs, c'est beau, mais à un moment, il faut câbler. Donc ça, c'est le schéma de câblage d'un data center. Et puis, le câblage, il faut le contraindre dans ce que vous a vendu votre hébergeur. J'ai déjà vu des salles triangulaires à New York. Donc, vous avez fait votre appel d'offres. Vous êtes confiant sur le provider que vous avez choisi, vous avez passé les 300 questions, il a bien répondu partout, vous avez visité, vous êtes content. Et puis il vous donne une salle, alors forcément il y a des poteaux dans une salle, bon là on n'a pas une salle triangulaire parce que ça c'est un no-go, il n'y a pas d'écart entre les salles, et puis il faut contraindre
tout votre design logique dans la réalité physique. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a des murs, il y a des poteaux, il y a du grillage, il y a des racks, il faut typer les racks, il faut dire où est-ce que je vais mettre mes routeurs, où est-ce que je vais mettre mes patch panels, où est-ce que je mets mes serveurs. Les différentes couleurs, par exemple le rose en bas à droite, c'est ce qu'on appelle un pod. Nous, on a des unités de déploiement. Un pod chez nous, alors là c'est à Ashburn. Donc un pod à Ashburn, c'est 22 racks de 45 serveurs. Et quand on ouvre un site comme ça, là on est parti sur 35 racks sur le setup initial, donc on a à peu près 1700 machines. C'est pas mal de boulot. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une approche un peu programmatique sur les déploiements. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout soit codifié, que tout soit fait de manière algorithmique, pour juste que le prochain pod ne soit pas un casse-tête. C'est-à-dire qu'on sait dérouler l'algorithme jusqu'à n égale x pod, pour ne pas avoir de questions à se poser. La clé, c'est aussi d'être capable de sous-traiter le travail physique. Parce que ce schéma de câblage, là, par exemple, donc vous allez le transformer en une matrice de câblage. Donc un chantier comme ça, c'est à peu près 50 à 60 km de fibres et à peu près 2000 interfaces 40 gigs. Et je ne parle pas du câblage qui est dans les racks, entre les serveurs et les switches. C'est vraiment le câblage inter-rack. Donc ça, c'est une matrice intelligible pour un câbleur. Parce que ça l'est pas. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous avez identifié vos racks, ça c'est ce que vous donnez. Et c'est important d'avoir ces éléments standardisés parce que nous on est présent dans 16 data centers dans le monde, il faut que ce soit partout pareil. Si jamais vous avez besoin d'aller sur place, ce qu'on limite au maximum, il ne faut pas que « Ah bah attends, je suis à Tokyo, alors c'est pas fait pareil ». Ça, on veut pas avoir à le gérer. Pareil, quand on vous réveille à 3h du mat au milieu de la nuit parce qu'il y a un pain à droite ou à gauche, il ne faut pas avoir à gérer l'exception locale. Donc c'est super important d'avoir un maximum de standards. Même si en vrai, si vous venez chez nous, vous verrez que ce n'est pas du tout standard. Pourquoi ? Parce que les standards, on les fait évoluer et que le temps de rétrofit un data center sur le nouveau standard, ça prend 2 ans en fait. Quand on fait un changement, on met à peu près 1 an et demi ou 2 ans à le propager partout. Donc en fait, à l'instant T, le standard n'existe pas partout. C'est la réalité. Après, il faut sous-traiter aussi le rackage et le câblage des serveurs. Donc dans une baie. Donc ça, c'est la documentation que les hosting engineers donnent à nos sous-traitants qui vont racker et câbler. Parce qu'on veut que ce soit bien fait. La petite anecdote, c'est que les câbles, là, ils sont rouges et blancs parce que c'est au Japon. En Chine, ils sont rouges et jaunes. Et à Amsterdam, ils sont oranges. Donc il y a à peu près 300 mètres de câbles dans un rack. Et pareil, vous voulez que ce soit fait partout pareil. Donc c'est extrêmement important de donner la petite notice, un peu façon Ikea, à vos sous-traitants pour vous assurer que le travail sera bien fait. Ce qui vous permet ensuite, après, de resetter un maximum de choses via des photos. C'est-à-dire que nous, ils nous prennent des photos et puis on valide ou pas. Pareil, quand on débug, le lien ne monte pas. Souvent, on regarde la photo et on vérifie que le lien, il est bien là ou pas. Et on fait un maximum de choses comme ça à distance. Avant, on ne le sous-traitait pas, on faisait nous-mêmes. Ça donnait ça. C'est plus compliqué. Et puis maintenant, ça donne plutôt des choses comme ça. On a des data center artistes dans l'équipe. C'est une nouvelle fiche de poste. Vous avez construit votre data center, c'est bien. Et puis après, vous l'avez vu, il faut scale et surtout l'opérer. Alors comment on fait ? Il faut automatiser un maximum de choses. Donc par exemple, le provisioning. Vous arrivez dans un data center, vous avez le problème de la poule et de l'œuf. Vous devez configurer le réseau pour avoir accès au réseau. Parce que tous nos data centers sont interconnectés et la plupart des outils sont centralisés dans un data center. Par exemple, pour que l'installation des serveurs se fasse, il faut qu'ils aient accès au serveur central en Europe. Et donc, tant que le réseau n'est pas configuré, vous n'avez pas accès. Donc, on génère des confs à l'avance. Donc, on a l'IPAM, donc le gestionnaire d'adresse IP. On a le gestionnaire d'assets, c'est ce qui nous dit où sont rangés les équipements, dans quelle baie, dans quelle U. Et puis on a la CMDB, c'est là où on met le reste, parce qu'on ne savait pas où mettre dans les IP ou dans l'asset, et on le met dans la CMDB. Par exemple, pour dire qu'un rack est de type infra, c'est là-bas que ça se dit. Et on lance un playbook. Alors sur la partie réseau, on fait ça avec Ansible, le provisioning.
Sur le reste de l'infra, les équipes SRE utilisent beaucoup Chef. C'est le framework d'automation privilégié chez Criteo. Mais Chef a besoin d'un serveur centralisé. Bah, quand on n'a pas le réseau, on n'a pas accès au serveur. Donc nous, on fait un peu différemment. Et en gros, le but qu'on cherche à atteindre, c'est ça. On a une DTD dans un fichier YAML, on dit comment on veut notre data center, le nombre de pods, les subnets, etc. On fait tourner une molinette et à la fin, on envoie le bill of materials au vendeur. Il va nous livrer les switches, les serveurs et les racks et on a le plan de câblage à donner au câbleur. Ça, c'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. La DC Factory, c'est vraiment pour industrialiser au maximum, c'est ce raisonnement qu'on veut adopter. Les autres problèmes qu'on peut avoir, c'est la partie physique. Avant, on faisait l'intégration sur site. Donc là, par exemple, c'était à Amsterdam, je crois. Donc on a livré 250 machines, donc c'est bien, vous avez trouvé un provider et il répond à tous vos critères. Il a un super data center, il peut héberger des milliers de machines. Et puis vous en achetez des centaines, et là, il vous appelle, il vous dit ah, j'ai plus de place dans le stock. Tes cartons, ils m'encombrent. Et surtout que là, les cartons sont pleins de serveurs. Après, quand vous videz les serveurs, vous avez une montagne de cartons et une montagne de serveurs, et donc il y a encore moins de place. Mais c'est le genre de problème qu'on a. Et donc après, vous avez votre montagne de serveurs à racker, et puis il faut racker et câbler. Donc là, on ne le faisait pas nous-mêmes, on sous-traitait, mais c'est la manière dont se passait le chantier. Donc là, c'est des serveurs Hadoop, je crois. 35 kilos pièces, vous en avez livré, je sais pas, 1 millier. Vous allez demander à des gens de soulever 35 tonnes de métal et de tirer des dizaines de kilomètres de câbles. On en a perdu 2 ou 3. Oui, parce qu'on n'est jamais très bon sur l'estimation du temps. Les mecs, ils vous promettent toujours que ça va être facile. Et puis, après, c'est des sous-traitants. Ils vous disent, moi, je fais ça en 1 semaine. Je suis d'accord, fais-le en 1 semaine. Ça fatigue, à force. Donc maintenant, on fait différemment. On commande ça chez des intégrateurs. Donc pareil, on leur a donné la notice qu'on a rédigée, les spécifications. Ils intègrent confortablement chez eux. Parce qu'en plus, le data center, c'est un environnement hostile. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Puis ça fait du bruit, et puis l'humidité est contrôlée. Donc quand vous passez 1 semaine dans un data center à déployer des machines, à la fin, vous avez une otite, une angine, et puis chaud, froid, vous savez plus où vous êtes, quoi. Et vous en avez plein les oreilles. Donc les intégrateurs préparent les racks chez eux. Ils les mettent dans des cercueils à roulettes avec des rampes pour les expédier tout fait. On les met dans un camion et puis on les livre. Non. Damned, il n'y a plus de piles. Ah si. Je crois que c'est même pas une histoire de pile en fait. Non mais je crois même là. Ah. Un petit OM killer qui se prépare. Je crois pas que ce soit le clicker. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah. C'est pas incroyable. Je sais pas. Là tout de suite, je sais pas. Bon. Donc on met ça dans un camion. Et puis après, voilà. C'est livré sur site. Donc un rack comme ça pèse à peu... Ah bah non, arrête. Ça pèse à peu près 1,5 tonne. C'est d'autres problèmes à gérer derrière, pas éclater le faux plancher, etc. Et puis on les aligne dans les couloirs et on n'a plus qu'à brancher les uplink fibres et les plug sets et c'est parti et on a nos racks en prod. Voilà, et ça donne ça. Donc ça, pour l'instant, c'est le plus haut niveau de densité qu'on a atteint. Donc on est sur 45 machines dans un rack. On est à peu près entre 10 et 12 kW de conso électrique. Pour opérer et faire scaler tout ça, il faut être super fort en capacity planning. Donc la première colonne, tout début,
au début du slide, tout va bien. On est mi-novembre. Et puis la semaine d'après, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, chez nous, c'est le plus gros jour de trafic. Donc c'est les soldes aux US. D'un coup, sur le cluster Hadoop, on se prend 50% d'usage en plus. Donc si vous n'êtes pas bon en capacity planning, là, vous croûtez le business, quoi. Donc faire ce genre de capacity planning, sachant qu'en plus, là, vous voyez, la timescale, c'est une semaine. En une semaine, vous prenez 50% de charge. Le budget, vous le faites à l'année. Et puis déployer 50% de machines en plus dans Hadoop, ça prend 6 mois. Donc vaut mieux être fort là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il faut provisionner à l'avance. Faut être malin sur l'analytics. Ça tombe bien, c'est un peu notre boulot. Mais c'est vachement compliqué. C'est aussi des engagements financiers. Allez expliquer à votre CFO que si, il faut en mettre 50% de plus que ce dont tu as vraiment besoin au cas où c'est compliqué. Voilà. Donc, mais ça, c'est le genre de problème qu'on doit gérer. Donc Gabriel le disait très bien tout à l'heure. Si votre appli, vous estimez qu'il y aura en moyenne 100 000 requêtes secondes, sizez ça au double. Parce que c'est vraiment ce qui peut se passer. Ça, c'est pareil, c'est point de vue réseau. Donc tout va bien. Donc Black Friday, c'était le 24. Donc tout va bien jusqu'au 21. Le 21, vous avez pris 35% de trafic en plus par rapport à d'habitude. Alors on le voit moins là, le trafic, parce que quand je regarde dans le passé, j'ai perdu des données. On perd de la granularité avec ça. Mais c'est quand même 35% de charge en plus que vous devez encaisser du jour au lendemain, sans être prévenu. C'est pareil, commander un lien réseau, c'est pas quelque chose qui se fait dans la semaine, quoi. C'est long, c'est compliqué, il faut faire une interphysique pour brancher le câble, etc. Donc on utilise notre plateforme d'analytics parce qu'on a un gros cluster Hadoop. On aime bien dire qu'on a le plus gros cluster Hadoop privé en Europe. Et donc on fait ce genre de projection. Là par exemple, vous avez la projection de l'utilisation du CPU en fonction du nombre de requêtes secondes qu'on envoie sur les machines. Le truc rigolo, c'est que ce n'est pas la même courbe sur tous les data centers. Les couleurs, c'est les différentes régions. Donc en plus, on a un workload qui n'est pas tout à fait similaire en fonction des plateformes dans lesquelles on travaille. On a des spécificités locales sur la manière dont on affiche les campagnes, dans le découpage d'affichage des pubs, etc. Donc on n'a pas les mêmes consos CPU. Malgré tout, ah oui, je voulais parler aussi garder les choses simples. Ça a l'air compliqué. En vrai, il faut diviser le nombre de configs par deux, parce qu'il y a la config en 1 gigabit et la config en 10 gigabits. En 10 gig, on met des cartes Mellanox. En 1 gig, on met des cartes Intel. On n'a pas beaucoup de configs matériels. Il y a 6 ans, on gérait jusqu'à 25 configurations matérielles. Le problème avec ça, c'est qu'on faisait du provisioning à l'avance. Donc on était prêt pour un nouveau projet, on était prêt pour Black Friday. On était prêt pour gérer les imprévus, parce que la meilleure réponse que vous pouvez donner ou que vous devez donner à vos développeurs quand ils ont un nouveau projet et qu'ils vous disent « j'ai besoin de 50 machines partout dans le monde », c'est de les avoir déjà. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'aller voir quelqu'un en disant « j'ai un nouveau projet, il sort la semaine prochaine ». Et toi, tu lui dis « bah non, en fait, attends 6 mois parce que 50 machines partout dans le monde, je ne peux pas te les livrer en moins de 6 mois ». Donc la meilleure réponse à donner, c'est « oui, je les ai, bien sûr ». Et quand on avait 25 configurations matérielles, parce qu'on était super fort, on faisait le tuning de la config hardware en fonction du workload, etc., à la fin, on avait des machines en stock, mais jamais les bonnes. Donc les mecs étaient encore plus frustrés. Donc on a limité au maximum la config, on a standardisé un maximum de choses. Par exemple, la carte réseau, c'est toujours la même. Le CPU, c'est toujours le même. Mais ça, on pourra peut-être en rediscuter. Donc c'est important, faire des choses simples, limiter le nombre de configs, quitte à surdimensionner les machines. De toute façon, quand vos clients ils sont du type gazeux et qu'ils prennent toutes les ressources que vous leur donnez, c'est pas plus mal. Mais vous limitez pas pour autant sur les revendeurs. Le vendor lock-in, c'est quelque chose qui peut être extrêmement gênant. On en a parlé tout à l'heure sur le réseau. Nous, par exemple, sur les switch access, on est capable de jongler entre 2 revendeurs différents. La stack d'automation fait que je prends un switch de type A, je mets un switch de marque B à la place et l'automatisation va faire en sorte que ce soit transparent. Donc là, on travaille beaucoup avec HP et Huawei sur nos machines, mais on est ouvert à toutes les discussions. C'est vraiment important d'être capable de challenger ces revendeurs. D'abord, vous y gagnez en termes de prix, et puis aussi de ne pas être loqué à un moment. On a fait beaucoup de Fabric Pass, par exemple. Maintenant, on n'en fait plus. Ça, c'est vraiment une feature proprio qui n'est pas interopérable.
pour ça que le nouveau design réseau, il est basé sur des RFC, sur l'IETF et de l'IP et BGP, quoi. C'est ce qu'il y a de plus simple pour faire évoluer après le matériel. On fait du monitoring. Alors ça, c'est... donc vous avez différents data centers. C'est l'usage des uplinks des switches. Donc par exemple, à Paris, dans le pod 6, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un cluster Hadoop dedans. Et le cluster Hadoop, il fait beaucoup comme ça. Et ce n'est pas un site qui est avec un... C'est un site qui a un taux de contention sur le réseau. Parce que celui-là, ce n'est pas un site dédié à Hadoop, mais on a mis une pré-prod Hadoop. Et par exemple, là, il y a un cluster Hadoop là-dedans, donc il sature les switches. Il fait beaucoup de trafic est-ouest, et ce n'était pas un use case qu'on avait prévu au départ en déployant l'infra, mais nos clients sont d'accord et acceptent de vivre avec ça. Au réseau, on essaye d'appliquer une politique de provisioning. C'est-à-dire qu'on monitore l'usage des ressources, et on se dit, quand j'atteins un certain ratio d'utilisation, je commande l'upgrade. Parce que sinon, vous êtes toujours en décalage. Si vous attendez d'avoir besoin de la ressource pour la commander et la déployer, vous avez pris 6 mois dans la vue et c'est souvent trop tard. Le WAN, pareil, donc on a beaucoup de liens entre les data centers, ils sont tous interconnectés. Donc on a des waves de 1 gig à 100 gig. Souvent on en a 2. Parce que quand vous gérez un backbone comme ça, en fait, les coups de pelleteuse, les tremblements de terre, les camions qui croûtent l'autoroute, tout ça, ça arrive tout le temps. Je crois qu'il n'y a que de très rares périodes dans l'année où toutes les waves sont allumées et fonctionnent. Il y a toujours un pain quelque part. Puis si ce n'est pas un équipement qui crame chez vous, c'en est un qui crame chez l'opérateur. Donc la plupart du temps, on a doublé les liens. Ce qui nous permet aussi de pallier, quand les deux fonctionnent, au pic d'usage inattendu. Donc là, on est en train de finir tous les upgrades. Donc tout ce qui était en 1 gig va passer en 10 gig, tout ce qui était en 10 gig va passer en 100 gig. Et puis on travaille beaucoup à découpler les routes aussi. Maintenant qu'on commande un lien, on demande les fichiers, les KMZ, pour regarder les tracés et s'assurer qu'on n'a pas de lien qui se recoupe. Un jour, on a perdu, il y a un camion qui a explosé sur un pont aux US, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était dans le New Jersey. On a perdu 3 liens d'un coup. On a perdu Paris, New York, Tokyo, Amsterdam, parce que le Tokyo-Amsterdam, il passe par les US en fait. On a aussi décidé de faire le tour de la Terre dans l'autre sens. Et New York se nivelle. Tout ça ne tenait qu'à un pont. Même OVH a été impacté à l'époque. Octave l'avait posté sur Twitter. Donc c'est aussi le genre de choses auxquelles on fait attention. En fait, il faut vraiment être très prudent quand on déploie de l'infra. C'est des gros engagements. Tout le revenu de votre boîte tient dessus. Donc il faut vraiment regarder tout en détail. Le recrutement. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de capital. Donc nous, on a eu une très forte croissance sur les 6 dernières années. On est passé de 250 à peu près 25 000 machines en 6 ans. Et la croissance de l'effectif sur ces équipes-là, on est passé de 4 à 25, je crois. Donc on a fait x100 sur l'infra et x6 sur le recrutement. La complexité, maintenant, c'est de trouver le bon mix de compétences. C'est-à-dire qu'on vient d'une histoire de l'Internet où tout le monde était dans son silo. Moi, je fais du code, moi, je fais du Linux, moi, je fais du Windows, moi, je fais du réseau. Voilà. Maintenant, on a vraiment essayé d'éliminer tous ces silos, de casser toutes les barrières, et on est vraiment sur une pluralité. Donc c'est pour ça que quand vous allez à vos cours d'ingé, même la partie réseau, il faut la regarder. Parce que nous, on a besoin de parler à des développeurs qui ont beaucoup d'awareness au niveau réseau, et puis on a besoin d'avoir des ingés réseau qui savent coder. Parce qu'idéalement, un ingé réseau, il devrait plus se connecter à un équipement. Il faut avoir cette démarche programmatique. Donc c'est la méthode DevOps. DevOps, c'est pas un métier, hein, c'est une philosophie ou une méthodologie. Donc c'est vachement important. Et aujourd'hui, on cherche des gens expérimentés, donc qui ne sont pas forcément dans ce mindset-là. Mais dites-vous, vous qui êtes à l'école, que c'est ça qu'il faut faire. Vous ne pourrez pas dire demain, moi je suis juste un G réseau ou un G système. C'est pas possible. Tout le monde doit faire du code, tout le monde doit maîtriser Git. C'est vraiment l'approche programmatique qui est essentielle dans ces métiers-là. On a vraiment fini de casser toutes les barrières entre les métiers. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui est compliqué. D'abord, il faut accompagner les gens. Il faut les faire grandir dans ce mode-là, pour ceux qui sont déjà là ou pour ceux qui sont plus expérimentés. Et après, il faut trouver les bons candidats, les bons profils.
C'est pareil, il faut aussi convaincre des ingénieurs. Gabriel en parlait tout à l'heure, de faire de l'astreinte. C'est un peu un monde où tout le monde est d'astreinte. Nous, on a des astreintes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si on fait bien les choses, on n'est pas réveillé. Hein. Mais c'est quand même des boîtes. Enfin, Criteo, c'est le type de boîte dont tout le revenu repose sur l'infra. Et on a besoin d'une assurance en 24/7. Donc il faut être ouvert à ce genre de discussion. Maintenant, on a de la chance en France, c'est super bien cadré. Donc on ne peut pas faire de l'astreinte n'importe comment. Chez nous, ça se passe bien. Mais Gabriel en parlait beaucoup tout à l'heure de l'astreinte, comment on réveille les gens, comment on intervient. Oui, c'est normal, ça fait partie du job. Donc pour résumer, on fait des économies d'échelle en automatisant, ce qui nous permet d'avoir fait x100 sur l'infra et seulement x6 sur l'effectif. On a une organisation assez streamline avec une supply chain en local pour chaque data center, à outsourcer. Tout ce qui n'a pas de valeur pour vos ingénieurs, il faut le sous-traiter, notamment la partie physique. Vous perdez des cycles d'ingénierie si vous demandez à des ingénieurs de raquer et de câbler des machines. En plus, il y a des gens que ce ne soit pas très bien fait parce que ça ne va pas les motiver. Donc ça c'est super important. Il faut vraiment être vigilant à ce que vous payez, les SLA. Donc nous, on est locataire data center. La seule garantie que vous donne votre hébergeur, c'est ce qu'il met dans les SLA. Température, humidité, sécurité, redondance de l'énergie, etc. La plupart du temps, pour nous, ça veut dire qu'on déploie nos propres systèmes de mesure. Quand je vais dans un data center et je dis tiens, il fait chaud. C'est vachement subjectif, parce que vous allez voir votre hébergeur, lui il va dire non, non, c'est bon. Ah ouais, mais quand même, il fait chaud. Regardez, les machines, elles se sont arrêtées tellement il fait chaud. Non, non, c'est bon. Donc si vous n'avez pas, vous, votre système de mesure, votre thermomètre dans la poche, vous ne pouvez pas matcher les SLA. Après, l'hébergeur, ce n'est pas des gens qui sont des escrocs par nature, mais vous pouvez avoir des problèmes d'urbanisation, vous pouvez avoir des points chauds dans une salle. Là, c'est de votre faute, pour le coup. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de monitorer. Alors, je ne parle pas d'acheter une caméra thermique, ça vaut une blinde, puis il faut la calibrer dès que vous la déplacez. Mais juste avoir des sondes de température à l'avant, à l'arrière des baies, utiliser les sondes qui sont à l'intérieur des serveurs. Tous ces éléments-là, souvent, ils sont déjà disponibles dans vos infras. Donc, c'est super important. Il faut avoir de la capacité en avance, on l'a vu tout à l'heure, la saisonnalité du trafic, les nouveaux projets. Combien ça coûte de ne pas pouvoir lancer un projet parce que vous n'avez pas les machines pour le faire? Alors c'est une métrique qu'on n'a pas, mais c'est un facteur super important. La sécurité, c'est aussi quelque chose de super important. Et donc avoir ces standards, tout ça on en a parlé. Nous on a une particularité, tiens, on fait 45% du trafic en peering. On a du peering avec les publishers, donc on fait du peering directement avec Google, Microsoft et Facebook, là où on peut. Ce qui nous permet encore de gagner un petit peu sur la latence et les 100 millisecondes auxquelles on doit répondre. Puis on fait du peering payant, cette fois, avec les opérateurs, pour taper les eyeballs. Donc là où on affiche les bannières, c'est pareil, on veut optimiser le temps d'affichage d'une bannière. Plus on l'affiche vite, plus il y a de chances qu'il se passe quelque chose dessus. Donc c'est un autre facteur qui est important. Quoi d'autre? Pour le reste, on utilise des opérateurs Tier 1. Et on a une solution pour automatiser le traffic engineering. On fait 100 gigs de bande passante sur plein de data centers. Je pense que j'aurai au moins 1 ou 2 ingénieurs à plein temps pour équilibrer les commits, etc. Si on n'avait pas automatisé le traffic engineering. Et donc, ça, c'est... Donc, je vous disais tout à l'heure, on a 2 types de workload. On a le real-time et le batch. Donc, on a des sites qui servent les bannières, qui font le tracking des users. C'est ceux qui sont partout sur la planète. Et puis, on a des sites dédiés à Hadoop. Ils sont à Paris et Amsterdam. Donc, c'est 2 types de workload. Finalement, en termes de design d'infra, on est en train de merger les deux. Ce qu'on a fait avec la matrice de Clos et le réseau en Spineleaf, c'était vraiment dédié à Hadoop au début. Et en fait, on se rend compte que c'est super adapté à tout ce qu'on fait ailleurs aussi. Donc, on est en train de merger et de tout faire évoluer dans le même sens. Donc, on a la partie real-time legacy, c'est du C#, du .NET, sur du 2IS. Donc, c'est encore... il y a encore 4000 serveurs qui font tourner ça. Bon, c'est le code métier. Nos fondateurs, sur nos 3 fondateurs, il y en a 2 qui venaient de chez Microsoft. Donc en 2011, je crois que 95% du parc, c'était Windows 2IS, SQL Server. Maintenant, il reste 4000 machines.
C'est pas tellement une guerre de religion sur les technos. C'est juste qu'on a tout le zoo O'Reilly de techno open source qui va bien et on est en train on migre progressivement parce que ça fait plus de sens pour nous. On a un nombre de QPS sur les frontaux de IS qui est tout à fait honorable par rapport à ce qu'on pourrait faire sur un Linux. Donc la nouvelle plateforme, pour ce qui n'est pas legacy, c'est du PaaS avec des clusters Mesos. Et on déploie des applis en Java, Scala, Python. Et c'est un peu ça notre nouveau standard au niveau applicatif. C'est les équipes SRE qui s'occupent de ça. Donc les équipes SRE, c'est les clients de l'infra. L'infrastructure fournit la capacité, la connectivité. Et les équipes SRE viennent par-dessus poser les OS et le middleware open source pour que les développeurs applicatifs viennent par-dessus poser leur application. Et puis nos clusters Hadoop, on va en construire un nouveau d'ici la fin de l'année, qui sera le miroir de celui qu'on a à Paris, à des fins de résilience. Et voilà, aujourd'hui ça donne ça, donc 10 mégawatts contractualisés. 1 mégawatt, je crois que c'est une ville de 10 000 habitants. Voilà, 10 mégawatts, 100 000 habitants. 22 000 serveurs, on en aura à peu près 30 000 d'ici la fin de l'année. Alors aujourd'hui, mais aujourd'hui de fin 2016, parce que je n'ai pas mis à jour les slides, on stockait 27 pétas de données. Aujourd'hui, peut-être c'est plus, ça doit être 35. 100 gigabits seconde de bande passante et 3 millions de requêtes secondes sur l'ensemble de l'infra. Voilà, je vous remercie. Peut-être avez-vous des questions ? Avez-vous des questions? Ouais. Je prends aussi les CV. Ça va. C'est une question qui peut paraître bête, mais en fait, c'est à quel moment est-ce qu'on construit une telle architecture? Quand on débute, on est 6, on fait un truc un peu à la wesh, j'allais dire. Ouais. Comme on peut, en fait, on n'est que 6, on n'est pas full. Mais c'est pas grave, on ne en sait fait. pas tout faire, mais à quel moment, justement, on se dit, bah là, maintenant, je construis mon truc, je fais mes matrices pour mon... Enfin, quand est-ce que ça vient, tout ça? Alors ça vient par nécessité. Il ne faut pas avoir de problème d'ego sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au début, Criteo, c'était du spanning tree, c'était du matos Cisco, acheté d'occasion, des serveurs HP, etc. Mais c'est pas mal, en fait. Parce que ce qui a été fait à l'époque, c'est ce qui fait que la boîte existe aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est être capable de se challenger, de se remettre en question. Il faut être super bon aussi on va dire en project management, parce que driver du changement sans péter la prod, il n'y a aucun moment où une infra comme ça, tu dis je vais l'éteindre, et puis attends, je refais un truc là et je te rappelle. Ça, c'est pas possible. Et pareil, il y a aussi assez peu d'opportunités pour qu'on te donne le budget pour faire un nouveau truc à côté et migrer dessus. Ça, c'est les plus gros échecs qu'on voit. On a des voisins dans un data center, ils ont un plan quinquennal de migration et de consolidation d'assets. Ça fait 4 ans qu'on est voisins et il n'y a rien dans la salle, quoi. Donc, je ne sais pas où ils en sont de leur projet, mais j'imagine que dans 10 ans, ils en seront encore là, quoi. Le coup de la page blanche et je migre après, je pense que c'est toujours à l'origine d'un fail. Donc il faut être capable d'être agile, comme on dit, quitte à péter des trucs de temps en temps. Nous, on a un budget pour dire ce qu'on peut casser. On a droit à certains niveaux de perte. Alors, c'est pas faramineux, hein, puis c'est pas bien de l'utiliser. Mais c'est dans la culture d'entreprise. C'est vraiment ce que nous ont apporté les fondateurs. Le CTO, un des anciens fondateurs, il avait déterminé un budget de « OK, c'est cassé, mais au moins, tu fais des trucs, quoi. » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il doit y avoir dans une culture d'entreprise. Sinon, effectivement, tu es condamné à faire une infra de décideurs pressés avec des VM, des SAN, des trucs comme ça. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Justement, vous parlez de SAN, mais au niveau du stockage, comment ça fait? Parce que vous devez avoir beaucoup de lecture-écriture très rapide, vu que vous avez des réponses qui doivent être de l'ordre de 100 millisecondes, vous avez dit. Alors, pour ce workload-là particulier, en fait, on a un peu comme un multi-tiering sur le stockage. Donc, on a beaucoup de données en mémoire. On a à peu près, je crois que c'est 400 Tera de stockage en mémoire, donc sur des Couchbase ou des Memcache. Et tout ce qui doit être accédé rapidement est stocké là-dedans. Et il y a un backup de plus bas niveau sur du SSD. Et puis, je crois qu'à la fin, on a aussi la donnée brute dans Hadoop, si jamais il fallait restaurer. Mais on ne fait pas de scale-up, on fait que du scale-out en fait.
Parce que le scale-up, on considère que c'est comme quand tu fais du tir. Si tu ne sais pas tirer, tu peux prendre un bazooka. Tu auras la cible et tout ce qu'il y a autour. Mais il vaut mieux tirer juste. Non, je rigole. Mais on essaye plutôt de faire du scale-out avec de l'horizontal partout. Mais c'est des choses qui peuvent être remises en question régulièrement. Merci. Ouais, j'ai cru entendre dire que vous n'aviez pas de VM, d'hyperviseur, vous faisiez du conteneur. C'est quoi comme techno de conteneur? C'est Mesos. Ah, d'accord. Il y avait deux possibilités, Kubernetes ou Mesos. Bon, on a choisi Mesos. Bon, voilà. Maintenant, c'est pas grave, même si les mouvances, le buzzword irait plus vers Kubernetes, on est quand même super satisfait de ce qu'on fait avec Mesos. Et puis c'est pareil, ce qui est important dans ce genre de choix, c'est de le pérenniser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que Mesos, c'est une techno qu'on supporte, qu'on maîtrise, parce que chaque techno apporte son lot de soucis. Chaque revendeur apporte son lot de problèmes. De toute façon, à la fin, rien marche. Il y a toujours des pannes. Donc l'essentiel, c'est de les connaître, les problèmes, et d'être capable de les maîtriser. Et donc on a fait ce choix qui est très pertinent et qui nous a permis d'accélérer beaucoup les déploiements et les mises en prod. Un nouveau projet qui démarre sur Mesos aujourd'hui, il va 4 fois plus vite qu'un projet qui démarrait avant sur les technos précédentes. Merci. D'ailleurs, dernière. J'ai pas bien compris tout à l'heure quand vous parliez des liens entre les sites. Est-ce qu'ils sont privés rien que pour votre utilisation ou comment ça se Alors, passe? en métro pur, par exemple en Ile-de-France, on fait de la fibre noire. Donc effectivement, c'est des fibres qu'on va allumer nous-mêmes. Et donc ils nous sont entièrement dédiés. Et dès qu'on dépasse le scope du métro, on achète des waves. C'est-à-dire c'est des longueurs d'onde, 10 gigs, 1 gig ou 100 gigs, et c'est managé par un opérateur. Donc c'est forcément partagé à un moment dans un câble et ça ne nous est pas dédié. Merci. J'ai une dernière question. En ce qui concerne votre infrastructure, vous avez beaucoup de machines qui sont partagées entre deux types d'applications, le real-time et le batch. Est-ce que vous avez pensé à unifier les deux infrastructures? On l'a fait à une époque. On a essayé, en fait. On a voulu mélanger les nœuds Hadoop au milieu de la prod et ça a tout pété. Parce que je disais tout à l'heure, Hadoop, ça fait beaucoup de trafic est-ouest. Et en fait, le workload Hadoop remplissait tous les uplinks des switches. Donc les frontaux parlaient plus aux bases de données, parlaient plus aux caches, parlaient plus au reste de l'infra. Ça remplissait vraiment tous les tuyaux. Et c'est pour ça que maintenant, on a des infras complètement dédiés. Alors, sur notre nouveau modèle de réseau, on pourrait faire cohabiter les deux types de workloads. Après, le problème qu'on a là-dessus, c'est que c'est deux workloads avec deux trends de croissance qui sont différents. Et on le voit aujourd'hui sur un site à Amsterdam, on est en compétition avec nous-mêmes en fait. Le cluster Hadoop aujourd'hui, c'est quelque chose qui double de taille tous les ans. La prod un peu moins, mais quand même beaucoup. Et à un moment, j'ai pas envie d'avoir à arbitrer entre je mets des nœuds Hadoop ou je mets des frontaux web, sachant que j'ai besoin des deux. Donc on préfère rester sur des infras dédiées et distinctes, carrément physiquement distinctes, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas se concurrencer sur le capacity planning et l'attribution des ressources. D'accord, merci. Eh ben, on va finir cette conférence. Merci beaucoup.